Vendredi 4 décembre, nous sommes allés à Péronne, au musée historial de la Grande Guerre 14-18. C'est un musée trilingue de référence sur le thème de la Première Guerre mondiale et labellisé Musée de France. Avec ses collections riches de plus de 1600 objets et expositions temporaires qui nous éclairent sur les dimensions historiques, sociales et militaires de cette guerre totale. Musée de référence internationale, l'historial dispose d'une collection exceptionnelle de 70 000 objets, œuvres d'art et documents originaux. La série de gravures d'Erkrig, d'Autodix, unique dans les collections publiques, témoigne des souffrances et des horreurs de cette guerre. Dans cette salle se trouvent des œuvres de l'avant-guerre de 14-18. Cette période se caractérise par une tension extrême entre les grandes puissances. La tension se libère grâce à des conflits violents, mais limités en Europe et dans les colonies, Afrique et Asie. Les gens se préparent à la guerre par des affiches violentes. Les armes, le capitaine Dan Reed, ainsi que les hommes qui s'entretuent, annoncent le futur sanglant et violent auquel les gens de demain doivent s'attendre. Les couleurs dominantes de l'affiche choisie sont le bleu, le blanc et le rouge. Cela représente bien donc le futur de la France. C'est une affiche publicitaire pour le roman d'anticipation, rédigé par le capitaine Dan Reed. La guerre est déclarée. Les femmes deviennent veuves, les civils sont exposés aux représailles. Les courriers sont transmis plus difficilement. Tout le monde est inquiet et surtout est concerné. Cette inquiétude se ressent dans toutes les œuvres de cette salle. On nous expose donc la vie quotidienne des soldats et civils des trois nations principales, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. En 1914, l'aspect du soldat français est proche de ce qu'il était lors de la guerre de 1870. Le pantalon rouge et l'absence de casque témoignent d'une prise en compte insuffisante du danger des mitrailleuses et de l'artillerie. L'année 1914 est d'ailleurs l'année des plus grosses pertes. Au début de la guerre, les soldats sont le plus souvent des fantassins et l'arme principale est le fusil. La logistique se limite à 8 kg par jour au début de la guerre et près de 30 kg à la fin de la guerre. Cette guerre devient industrielle et totale, toutes les ressources sont mobilisées pour la guerre. Au cours de la guerre, les armes et les véhicules se perfectionnent, la médecine aussi progresse, cependant les pays s'épuisent, l'entrée en guerre des États-Unis donne aux Alliés un avantage décisif. Durant la guerre 14-18, la guerre technologique se déroule dans les airs, sur mer et dans les véhicules que l'on appelle tanks. De nouveaux équipements sont inventés pour la guerre aérienne, la téléphonie sans fil et la radio. Le tank est initialement un canon que l'on tente de rendre mobile mais qui tombe fréquemment en panne. D'autres armes nouvelles apparaissent. Sur mer, la mine flottante et dans les airs, la mitrailleuse synchronisée capable de tirer à intervalles réguliers à travers l'hélice. Cette salle comporte de multiples croquis d'Autodix. Autodix est né en 1891 en Allemagne et est décédé en 1969 en Allemagne de l'Ouest. Lorsque la guerre éclate, il s'engage comme volontaire dans l'artillerie de campagne allemande. L'année suivante, il reçoit une formation de mitrailleuse et participe à de nombreuses batailles en Champagne, dans la Somme et en Russie, dont il sortira vivant. Il est alors marqué par les horreurs de la guerre et exprime à travers ses œuvres tout son ressenti. Le croquis suivant en est un exemple. La sincérité et la crudité de ce croquis est marquée par le contraste des couleurs noires et blanches et les soldats portant des masques à gaz. Les tranchées sont vaguement représentées à cause des barbelés et des amas de terre. Les soldats sont représentés en pleine action. Nous pouvons remarquer que leur visage avec ces masques ressemble étrangement à des squelettes comme si la mort les avait déjà attrapés. La fin de la guerre ne marque pas la fin des violences. 10 millions de personnes sont mortes lors de cette guerre. Un grand soulagement associé à la douleur du deuil accueille sa fin. Il y a de grands problèmes économiques et politiques lors des déclarations alliées en juillet 1919. Les traités ne règlent pas les tensions. En Allemagne, des combats éclatent entre les communistes et des groupes d'extrême droite. Le régime communiste s'installe en Russie. Des monuments sont construits afin de commémorer des morts. Pour les survivants, les blessures sont physiques mais aussi psychologiques. C'est une porte sculptée de 15 panneaux en bas-relief en chêne. Elle aurait été réalisée à Reims en 1914 jusqu'à environ 1920. Elle évoque la guerre sur le front et à l'arrière. Elle illustre l'aspect interminable de la guerre. La douleur de l'éloignement des êtres chers est illustrée par les 8 scènes verticales et latérales. La mort est évoquée par la tombe et le chien. Il n'y a pas de sens de lecture. Les éléments de métal, plaques et poignées sont réalisés dans des fusées d'obus et d'autres composants d'artillerie. C'est un impressionnant trou de mine. C'est un vestige de la série d'explosions du 1er juillet 1916, qui est le jour du déclenchement de la bataille de la Somme par les Britanniques. La colonne de terre projetée se serait élevée à 1300 mètres de hauteur et l'entonnoir, qui avait alors 100 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, aujourd'hui, cratère de la Boisselle mesure 90 mètres de diamètre environ et 30 mètres de profondeur. C'est devenu un véritable lieu de recueillement. C'est le seul cratère de mine à être aussi bien conservé dans la Somme et surtout le seul à être accessible au public. Maricourt est en 1916 le point de jonction entre les armées françaises et britanniques. Ce fut l'un des points de départ de l'offensive alliée le 1er juillet 1916 au début de la bataille de la Somme. Il contient 1348 corps, 1300 britanniques, 14 australiens, un canadien et 33 sud-africains, dont 66 inconnus. À la fin de la guerre, il contenait 175 tombes. Toutes les autres proviennent de champs de bataille et ont été amenées là après l'armistice.
Le 1er juillet 1916, les hommes du régiment Terre-Neuve se retrouvent pris au piège par les mitrailleuses allemandes. C'est un réseau de tranchées exceptionnellement bien conservé. Vestiges et mémoriaux jalonnent ce site. C'est le plus grand mémorial de guerre britannique au monde. Il y a des inscriptions de plus de 72 millions de soldats morts au front et qui n'ont pas de sépulture connue. We have been very touched and moved when we were to Beaumont-Hamel and in the cemetery of Thiepval. We were affected when we were in the trenches of Beaumont-Hamel because the guide explained us very well what happened there during World War I. As the guide told the story, we imagined the soldier in the trenches in front of us and under our feet. The trenches were dug at this time and we still can see them today. It reflects what happened during the war and it shows us that the war really existed. We were really touched when we were to Thiepval Cemetery because when you are under the monument and see all these names of all the soldiers who were not found, it is very impressive. And then when you go downstairs you see all the unknown soldier tombs and in the background you can see the sunset. It is very impressive too.